Première lecture dans ce dossier, s'il vous plaît, Monsieur Saïdaoui. Je ne pense pas que les Américains sont capables d'affronter à la fois la Russie et la Chine. D'ailleurs, la Chine, c'est un très gros poisson pour les Américains. Je dois souligner deux déclarations qui ont attiré mon attention. La première, celle de Joe Biden, quand il a dit « Pendant mon mandat, je ne laisse jamais la Chine supplanter les États-Unis d'Amérique ». Deuxième déclaration que j'ai bien retenue, celle de Blinken, le ministre des Affaires étrangères américain. Il a dit clairement, il n'y a que la Chine qui a les capacités technologiques, scientifiques, militaires, financières qui pourraient changer l'ordre mondial et imposer un nouvel ordre mondial. Il l'a dit d'une manière triste, évidemment. Donc, les Américains, à mon avis, maintenant, ils sont en train de faire le show médiatique. Une fois, on a liquidé Ayman al-Zawahiri, une histoire oubliée par les observateurs et par les médias et par la presse, mais c'est devenu à la une. Maintenant, on est face à la Chine. Pourquoi la Chine? La Chine est un très gros poisson pour les Américains parce que les Chinois, ils ont une stratégie totalement différente de la stratégie russe. Les Russes sont agressifs, directs. D'ailleurs, on pourrait voir ça à travers les médias russes, Russia Today, aussi Al-Yom en arabe, Russia Today en anglais, alors que les médias chinois, que ce soit le grand quotidien Le Peuple en plusieurs langues, y compris l'arabe, ou les CCTV, les chaînes chinoises en français, arabe, anglais, et ainsi de suite, on voit le discours chinois toujours discours diplomatique. Donc leur stratégie, c'est absorber le monde sans faire trop de bruit et doucement et via l'économie et la domination économique. Ça va choquer plusieurs spectateurs maintenant quand je dis que les Chinois ont acheté ont prêté les Américains, ont acheté dans le trésor américain plus que 1180 milliards de dollars. Pour l'Union européenne, plus que 1000 milliards de dollars. Notamment la France, notamment via... Plus que 300 milliards de dollars. Alors que Macron, il se vante devant le président tunisien Kais Saïed, on donne à la Tunisie un crédit de 300 millions d'euros. Ça fait un tiers d'un milliard. Alors, eux vivent avec l'argent chinois. Donc, c'est ça la stratégie chinoise. Elle est payante depuis des années, des décennies, voire ils calculent tout et ils ont imposé leur stratégie, leur tactique. Aujourd'hui, ils sont les plus forts. D'ailleurs, c'est la Banque mondiale, et ce n'est pas moi, et l'FMI qui ont dit qu'en 2030, la Chine va être la première puissance économique. Ça veut dire le produit intérieur brut chinois, le PIB, il va dépasser, supplanter le produit intérieur brut américain. Alors, moi, j'ai des amis au CNUSED, des experts occidentaux, je finis mon idée, ils m'ont dit, souvent, on n'a pas confiance dans les chiffres chinois. Ah bon? Je dis, qu'est-ce qu'ils font? Ils gonflent leurs chiffres? Il m'a dit, non, c'est le contraire, totalement le contraire. Ils nous donnent des chiffres toujours plus bas que les chiffres réels, afin de vous montrer la puissance chinoise émergente. Très bien, docteur Saïdaoui. Professeur Mebtoul, est-ce qu'aujourd'hui, la Chine est vraiment une menace économique pour les USA? Bon, tout d'abord, il faut resituer l'économie de Taïwan. C'est à peu près pour 2021, 23,57 millions d'habitants pour un PIB, selon le Fonds monétaire international, de 787 milliards de dollars en 2021 et extrapolé à 850 milliards de dollars en 2022. Bon, si on prend le PIB chinois, pour 1,41 milliard d'habitants, il est de 18 460 milliards de dollars extrapolés en 2022 contre les États-Unis qui le PIB est de 22 900 milliards de dollars. Comme l'a dit mon prédécesseur, à ce rythme, la Chine risque de dépasser effectivement dans quelque temps les États-Unis. Bon, le grand problème qui se pose, c'est que les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis leur séparation en 1949 et provoquent des passes d'armes récurrentes entre Pékin et Washington.
la Chine considère que Taïwan comme sa 23e province, et le président chinois, dans un récent discours, a dit que la réunification devrait se faire au maximum en 2049. Bon, effectivement, ces tensions actuelles, moi je pense que c'est surtout des paroles, parce que moi je pense sincèrement que les deux grandes puissances qui vont polariser le monde entre 2025, 2040, 2050, ça va être la Chine et les États-Unis d'Amérique. Hein. Avec des zones d'influence, les États-Unis sur l'Europe, avec bien entendu en Asie leurs alliés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Australie. Et la Chine a des réseaux un peu importants au niveau du sud-est asiatique. Bon, selon les experts militaires, effectivement, comme l'a dit votre reportage, les impacts géostratégiques sont importants et peuvent bouleverser, en cas de conflit, toute la reconfiguration régionale, voire mondiale. Votre reportage a bien montré effectivement que le blocage des ports, les tensions pourraient effectivement provoquer une très grave crise mondiale, d'autant plus que selon le Fonds monétaire international, c'est que il y aurait une décroissance de l'économie mondiale entre fin 2022 et 2023. N'oublions pas que les exportations chinoises à 70% sont en direction de l'Europe et des États-Unis d'Amérique. On a vu avec l'impact du coronavirus que pas mal de composants étaient produits en Chine, et il y a eu un arrêt de toutes les chaînes de production à la fois, surtout en Europe et aux États-Unis. Donc, effectivement, on pourrait assister à plusieurs scénarios, selon les experts mondiaux, en cas d'intensification du conflit, le contrôle à distance des flux maritimes et aériens taïwanais par les USA avec une extension de l'ADIZ chinois en mer de Chine orientale, et une décision comparable sur le plan maritime, par exemple un blocus en bonne et due forme qui relève d'un acte de guerre. Mais je rejoins un peu les analyses de mon prédécesseur. Je pense que, et la récente déclaration qui vient d'être faite il y a 24 heures à Washington, après la visite de la représentante du Parlement américain, atténue un peu les hostilités tensions, naissantes entre les... Très attention. Moi, je ne pense pas qu'il est dans l'intérêt tant des États-Unis que de la Chine disons, un conflit armé. Hein. Très bien. Docteur Seydaoui, est-ce que la démarche américaine ne viserait-elle pas, au fond, à distordre le lien ou voire même le rampre économique entre la Chine et la Russie, lorsque l'on sait que Pékin ne laisse pas tomber Moscou depuis le début du conflit en Ukraine et qu'elle lui sert d'alternative pour ses exportations d'énergie et autres? Les Russes ont été prêts, ils ont bien préparé leur guerre depuis longtemps, apparemment même avant 2014, et ils ont réussi à détourner toutes les sanctions. Un économiste français qui était sincère dans la vague de la diabolisation médiatique française vis-à-vis de la Russie, il a dit sanctionner la Russie, c'est comme tirer une balle sur le pied. Oui. Alors maintenant, s'agissant de la Chine, sanctionner la Chine, c'est comme si tirer une balle sur la tête, dans la tête. Qui sanctionne qui finalement? Aujourd'hui, on pose la question, qui va sanctionner qui? Évidemment, les Chinois, ils sont très très forts, ils sont prêts aussi militairement. Ils viennent de construire leur 3e porte-avions militaire et ils sont préparés à ces jours. Ils sont préparés à ces jours. Et aussi, on peut souligner qu'il y a vraiment une collaboration, coordination extraordinaire entre le président chinois et Vladimir Poutine. D'ailleurs, beaucoup d'observateurs pensent qu'il y a eu une complicité de la part de la Chine et que les Chinois ont été au courant de la guerre ou de l'opération spéciale de l'armée russe en Ukraine. Et nous savons bien que Poutine a rendu visite à son homologue chinois
juste quelques semaines avant le déclenchement de la guerre. Donc, on voit bien cette coalition qui était une coalition historique aussi. Hein. N'oublions pas que l'industrialisation de la Chine, de Mao Tse-tung, a été faite par l'Union soviétique, donc par la Russie. C'est vrai, à la fin de l'époque, les dernières années de Mao Tse-tung, il a eu beaucoup de problèmes avec Brejnev, et Mao Tse-tung a invité même Nixon, mais ça c'était des parenthèses. Les Chinois, ils ont travaillé à long terme. Aujourd'hui, au plan économique, je répète et je souligne, qui sanctionne qui finalement? La Chine, on ne peut pas sanctionner la Chine parce que c'est la destruction de l'économie mondiale. Très bien, c'est un peu plus clair. Professeur Meptoul, la Chine a déjà décrété quelques sanctions commerciales vis-à-vis de Taïwan. Jusqu'où peuvent-elles aller, ces sanctions selon vous? Bon, vous savez que si demain on prend l'hypothèse de la réunification, comme le souhaitent les dirigeants chinois de Taïwan, bon, effectivement, il y a un savoir-faire très 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 important au niveau de Taïwan. Oui. Et c'est une très grande puissance économique, c'est la 19e puissance économique mondiale. Hein. Oui. Et donc la Chine deviendrait un leader incontestable au niveau mondial. Moi, je ne pense pas que les sanctions puissent être intensifiées à 100%. Hein. Bon, c'est un avertissement effectivement à Taïwan. Et en même temps une mise en garde contre les États-Unis d'Amérique. Bon, l'objectif de la Chine est un objectif planétaire, c'est un objectif économique et le militaire a suivi par la suite. Hein. C'est une très grande puissance économique. N'oublions pas effectivement sa stratégie de la route de la soie. Déployé un peu partout dans le monde. Très très important pour contrôler effectivement le continent d'avenir qui est l'Afrique. N'oublions pas aussi que le monde ne sera plus jamais comme avant, avec l'impact de l'épidémie du coronavirus, les impacts de la crise en Ukraine où on a vu toutes les conséquences, et il y a la naissance du BRIC. Hein, auquel l'Algérie aspire à adhérer en fin de compte, et qui fait une contrebalance effectivement des anciennes puissances occidentales. Donc la Chine, sa stratégie, c'est avant tout de devenir une puissance économique. Effectivement, elle ne se mêle pas des affaires intérieures. Oui. Bon, les relations entre la Russie et la Chine doivent être pondérées. Hein. Bon, la Chine a adopté une position, comme l'Algérie, de neutralité. Hein. De neutralité. N'empêche que les Chinois et les Russes... la Russie est une grande puissance militaire, c'est incontestable. Et bon, n'oublions pas que l'approvisionnement, les chiffres officiels que j'ai pour 2021, pour le pétrole et pour le fameux, disons le gaz en direction de la Chine, notamment à travers le fameux gazoduc Sibérie-Chine, pourrait contribuer à 11-12% d'approvisionnement. Très bien. Donc Très bien. là, il y a une profonde reconfiguration de la stratégie mondiale et qui devrait entraîner un grand bouleversement entre 2025, 2030, 2040, où effectivement la Chine aura un rôle prépondérant, mais selon des études de géostratégie de haut niveau, la Chine ne veut pas de conflit avec les États-Unis. Elle considère les États-Unis comme un partenaire économique. Et effectivement, le rêve des Chinois, c'est qu'ils puissent se partager les influences économiques entre les États-Unis et la Chine, avec une Europe qui est déclinante, hein, une Europe totalement déclinante. Donc, il faut avoir une position très très mesurée. Très bien, très bien, professeur. On le verra dans les mois à venir que les tensions pourraient effectivement s'apaiser. Très bien. Au cas où il y aurait tension, on peut prendre aussi une hypothèse inverse,
où les Américains poursuivraient leur agressivité en direction de la Chine. Dans ce cas-là, c'est toute l'économie mondiale qui partirait en lambeaux. Hein. Oui. Que ce soit la Chine, les États-Unis, on ne parle pas des pays comme le nôtre qui subiraient les conséquences désastreuses. Donc, je pense que les Chinois ont toujours montré. C'est un pays paisible, hein, la Chine. C'est un pays qui n'a jamais colonisé. C'est un pays qui a toujours lutté pour son intégrité territoriale. Et donc, je ne pense pas que la Chine ait une position d'accessibilité. Très bien. Il appartient aux États-Unis et un peu, on ne parle pas de l'Europe qui est hors circuit, d'avoir une position mesurée. La dernière déclaration du président Joe Biden, les dernières 24 heures, préconise l'apaisement. Ok, très bien, professeur Mebtoul. Je passe la main de suite au docteur Saïdaoui. Selon vous, est-ce le bon moment pour l'économie américaine de s'engager dans un nouveau bras de fer avec Pékin, en sachant que le risque d'une récession plane toujours sur Washington? Non, pas du tout. Moi, je pense que les Américains font plus du show médiatique que vraiment une confrontation réelle avec la Chine. Donald Trump, il était anti-chinois et peut-être pro-russe, mais Joe Biden, il essaie toujours de trouver une solution avec les Chinois parce que la politique chinoise, c'est une politique économique. Il faut souligner l'enchevêtrement entre l'économie chinoise et les économies occidentales. Les sociétés portugaises ont été sauvées par la Chine. Le nord de l'Italie a été reconstruit par la Chine, ainsi de suite. Les infrastructures grecques également. Va imaginer, donc c'est ça la stratégie chinoise, c'est absorber, dominer avec douceur, avec un sourire et au plan économique. Les Chinois, ils sont les maîtres du monde parce qu'ils ont bien compris le jeu capitaliste. Ils ont bien joué le jeu du capitalisme mondial. Et à mon avis, le génie chinois, c'est que l'exception chinoise, c'est que l'économie chinoise n'est pas une économie capitaliste classique. Ça veut dire c'est l'offre et la demande qui terminent. Ça veut dire Adam Smith, laissez faire, laissez passer. Non, c'est une économie, certes capitaliste, mais planifiée par... Ce n'est pas non plus Karl Marx en Chine, professeur. C'est une économie capitaliste pragmatique, disons-le. Par le Parti communiste chinois. Oui. C'est le Parti communiste chinois qui planifie la production chinoise, qu'est-ce qu'on doit produire, quels sont les marchés qu'on doit cibler, quelle industrie qu'on doit faire, etc. Donc, c'est quelque chose de totalement extraordinaire et propre à la Chine et exceptionnel. C'est que le Parti communiste chinois, qui est toujours anti-occidental, anti-américain, identitaire, etc., c'est ce même parti qui planifie l'économie chinoise et la surprise, c'est qu'il a bien réussi. Il a plus que réussir, il a bien créé le miracle chinois au plan économique. Très bien. Professeur Mebtoul, brièvement, si vous le voulez bien, venons-en à présent aux conséquences sur le secteur énergétique. Quelles seraient, selon vous, et quelles seraient les répercussions sur les cours du Brent et du WTI sur le court terme, en cas d'un enlisement de la situation au niveau de Taïwan? Bon, vous savez qu'il ne faut pas isoler Taïwan, c'est que le cours des hydrocarbures est fonction fondamentalement de la croissance de l'économie mondiale. Hein. Et ceux qui tirent la croissance de l'économie mondiale, ce sont les États-Unis et la Chine. Selon le rapport de juillet 2022 du Fonds monétaire international, c'est que la croissance devrait ralentir, passant de 6,1% en 2020 à 2021 à 3,2% en 2022, soit 0,4 points de pourcentage de moins que prévu dans l'édition d'avril 2002. Oui. Un ralentissement de la croissance, disons pour 2021, une baisse du pouvoir d'achat et comme on le constate, un retour de l'inflation mondiale qui pourrait atteindre 6,6% dans les pays avancés et 9,5% dans les pays émergents, dont la Chine et les pays en développement, en 2022. Donc, cette politique inflationniste a entraîné une hausse des taux d'intérêt de la Fed qui pourrait aboutir à un ralentissement. Toujours selon le rapport du Fonds monétaire international, c'est qu'il y aurait une baisse du taux de croissance pour 2022, à la fois
des États-Unis et de la Chine. Donc, ces deux pays qui misent surtout sur l'élément, surtout la Chine, comme l'a dit mon prédécesseur, dont le primat c'est l'économique pour dominer le monde, n'ont pas intérêt à ce que les tensions puissent persister pour effectivement éviter cette décroissance de l'économie mondiale. Bon, le cours du pétrole, c'est l'offre et la demande. Mais là, moi, je pense qu'il faut raisonner en termes de dynamique. Horizon 2025-2030, le monde devrait être caractérisé par deux fortes transitions, la transition numérique et la transition énergétique. Et là, le primat des énergies renouvelables, de l'hydrogène, surtout entre 2030 et 2040, devrait modifier fondamentalement la carte énergétique du monde. Très bien. Professeur Saïdaoui, une question toute simple, mais elle s'impose, je vais vous la poser. Économiquement parlant, qui a le plus à perdre dans cette histoire? Les USA, la Chine ou Taïwan? Évidemment, ce sont les Américains qui sont toujours perdants et le bras de fer avec la Russie a bien montré ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Aujourd'hui, l'inflation a atteint des records historiques et c'est pour cette raison peut-être afin de calmer le citoyen américain, on fait le show médiatique. Une fois Ayman al-Zawahiri, une fois Taïwan et la Chine, etc. C'est un discours, à mon avis, de consommation interne, ni plus ni moins, parce que selon les chiffres, jadis, ce sont les Américains qui dirigent le monde. Quand l'économie américaine fonctionne bien, alors surtout les économies occidentales sont en prospérité. Aujourd'hui, la locomotive de l'économie mondiale, c'est la Chine. C'est la Chine. C'est pour cette raison, j'ai souligné qu'il y a eu cet enchevêtrement entre les économies occidentales et l'économie chinoise, et je souligne et je répète toujours la question qui sanctionne qui. Mais là, je pense qu'on a un consensus maintenant que les Chinois ne veulent pas la guerre, les Chinois ne veulent pas une confrontation militaire. Je vous ai dit dès le début de votre programme qu'il y a une différence entre la stratégie chinoise ou la stratégie russe. Les Russes sont des bagarreurs, les Chinois des bagarreurs, mais au plan économique et avec douceur. Quand on analyse les médias chinois et on les compare avec les médias russes, on comprend bien cette stratégie. Très bien, professeur Saïdaoui. Professeur Mebtoul, l'un des secteurs les plus sensibles à ce genre de bouleversement géopolitique est celui du transport maritime, bien entendu. À quel point la zone de conflit qui est située au détroit de Taïwan est-elle stratégique pour le trafic maritime mondial? Moi, je pense que votre reportage a donné déjà une vision très très claire. Hein. C'est que n'oublions pas que 70% des exportations chinoises vont en direction de l'Europe et des États-Unis. Donc le blocage effectivement du détroit de Taïwan provoquerait une crise à la fois en Europe et aux États-Unis. Bon, les pays les plus grands perdants seraient les Américains et les Européens. À un degré moindre, bien entendu, les Chinois, parce qu'ils ont un large quand même marché intérieur. Oui. Donc les espaces maritimes sont très très importants. Regardez le poids de l'Iran si elle bloquait le détroit de Dormouz, où 35% du pétrole passe. C'est donc les axes maritimes sont des éléments stratégiques et n'oublions pas, rappelez-vous, pendant la période du coronavirus, le prix des conteneurs a été multiplié par 7 ou 8. Oui, les prix du fret maritime. Le coût pour arriver, disons, en Asie ou ailleurs. Donc, l'élément maritime est un élément fondamental et le contrôle, effectivement, des espaces maritimes est un élément de sécurité nationale pour, effectivement, chaque pays qui n'est pas propre au détroit de Taïwan. Hein. Très bien. Et il convient de préciser que la visite de Nancy Pelosi coïncide avec un autre événement qui peut sembler anodin, mais qui en réalité ne l'est pas. Il s'agit de la signature du CHIPS Act aux États-Unis,
Un accord qui consiste à investir 52 milliards de dollars d'argent public sur 5 ans dans le redéploiement d'une industrie des semi-conducteurs sur le sol américain. Selon certains observateurs, ce plan suppose du moins en coulisses d'apporter des gages de soutien à Taïwan, voire de manière plus implicite que Taïwan reste indépendante de la Chine au moins jusqu'en 2026. Et c'est avec cette information que nous arrivons au terme d'édition spéciale. Merci de l'avoir suivi, merci à nos experts de nous avoir éclairés et à très bientôt.